120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui son Excellence Joy Hood, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie. Bonsoir, bienvenue au Studio 3. Bonsoir, Aslema, c'est Hatem. Je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous sommes très heureux de célébrer un jour à l'avance la journée de l'amitié tuniso-américaine. Absolument. Qui est le 28 août. Voilà. En fait, nous fêterons ensemble le 228e anniversaire de la signature du traité de paix et d'amitié conclu en 1797 entre nos deux pays. En effet, depuis le début de son existence, en tant que pays indépendant, les États-Unis ont toujours eu des relations très importantes, diplomatiques et commerciales avec la Tunisie, à commencer par ce traité, dont notre deuxième président, John Adams, a dit absolument c'est impératif que nous concluions des traités avec des pays comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc c'était une priorité des États-Unis de l'époque. Et c'est pour cela que un de nos premiers consulats américains en Afrique a été établi à Tunis il y a 225 ans, le 20 janvier 1800 exactement, près de la place de la Bourse dans la Médina. Et de même, je pense que vous êtes bien au courant, et peut-être vos auditeurs aussi, que le président Jefferson, notre troisième président, a organisé le premier iftar à la Maison Blanche en 1805 en l'honneur de l'envoyé tunisien qui était le premier ambassadeur musulman. Je dis bien le premier musulman, pas le premier tunisien seulement, mais le premier ambassadeur musulman à mettre pied à Washington. Et donc, c'était Sidi Suleiman Mlimli, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est l'envoyé du bey Hamouda Bacha, et c'est en son honneur que le président Jefferson a organisé le premier iftar à la Maison Blanche. Depuis lors, nos deux pays ont relevé beaucoup de défis ensemble. À titre d'exemple, en 1846, la Tunisie a aboli l'esclavage officiellement, le premier pays musulman à le faire. Et c'est quelque chose qui nous a marqué intellectuellement. Parce que, bien sûr, nous étions engagés dans une grande lutte par rapport à cette question qui a coûté la vie à beaucoup d'Américains. Et donc, un de mes prédécesseurs, en fait, a interrogé les autorités tunisiennes pour savoir comment vous avez fait exactement dans un pays conservateur où la plupart de la population soutenait encore l'esclavage. Comment est-ce que vous avez fait pour abolir cette institution? Donc, bien sûr, quelques années plus tard, heureusement, nous avons suivi le modèle de la Tunisie en abolissant l'esclavage nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nos relations s'étendent à beaucoup plus de dossiers, de sujets que ça, que l'histoire. Il y a aussi des milliers d'hommes d'affaires, des athlètes comme les espérantistes par exemple, les artistes, les scientifiques, les étudiants, les chercheurs tunisiens qui vont aux États-Unis pour explorer, pour se former, pour investir, pour se donner un spectacle, pourquoi pas gagner un match de football de temps en temps, comme les espérantistes ont fait à Los Angeles. Et bien entendu, cette année, comme j'ai déjà dit, on a accueilli pas mal de Tunisiens pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et l'année prochaine, ce sera la Coupe du Monde. Et ensuite, les Jeux olympiques de l'été en 2028. Ce sont des événements sportifs qui rendent les États-Unis plus prospères, bien sûr. C'est une bonne chose pour tout pays hôte. Mais aussi, ça nous donne l'occasion de se rapprocher les uns des autres. Et je pense que c'est très important pour la diplomatie, que les peuples se sentent engagés et plus proches. Et bien évidemment, les Américains se rendent également en Tunisie régulièrement. Cette année, jusqu'à présent, nous avons reçu 23 1300 Américains qui sont venus découvrir le pays.
Et c'est une augmentation de presque 50% par rapport à 2019. Donc un bon chiffre. Voilà, je pense que ces Américains découvrent quelque chose que peut-être vos auditeurs ne sont pas au courant non plus, hein, c'est-à-dire que la Tunisie abrite également des éléments importants du patrimoine américain. Au cimetière et mémorial nord-africain de Tunis, par exemple, c'est une superficie de 27 hectares où reposent plus de 2800 âmes américaines qui sont tombées au cours de la Seconde Guerre mondiale. La Tunisie a accordé ce terrain, en fait, le président Habib Bourguiba lui-même, à perpétuité, sans taxes, sans redevance, dans le cadre d'un traité entre les deux pays. Ce cimetière aussi contribue à faire comprendre aux Américains la profondeur de l'histoire de nos relations. Et je sais que vous allez passer tout à l'heure la chanson de Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia, qu'il a composée tout juste après les grandes batailles de Tunisie. Cette amitié tuniso-américaine, ce premier traité de 1797, il dit textuellement « Cette amitié doit être permanente et progresser encore et toujours ». Et c'est quand même formidable que 228 ans après, ils avaient de l'optimisme. Oui, ils avaient de l'optimisme. Et il y a de quoi aussi. Donc, pour continuer cette conversation, essayons d'évoquer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et les États-Unis. Cela remonte à juin 1956. C'est vrai. L'année prochaine, on va fêter le 70e anniversaire des relations entre la République tunisienne et les États-Unis et le 250e anniversaire des États-Unis de notre déclaration de l'indépendance. Parce que, bien sûr, le fait de déclarer l'indépendance ne donne pas l'indépendance en soi-même. C'est quelque chose qui s'arrache, en fait. Et vous avez vécu cette expérience ici. Même chose aux États-Unis. L'indépendance est venue quelques années après, mais c'était le 4 juillet 1776 que la déclaration a été faite. Donc, c'est ça qu'on va célébrer l'année prochaine, en même temps que le 70e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, le 20 mars 2026. Nous étions, bien sûr, parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Tunisie, tout comme la Tunisie était l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis 2 siècles avant. Donc, on vous a remboursé pour ça. Ça me rappelle aussi, en parlant de 70, que c'est peut-être un chiffre fortuné, parce que nous avons plus de 70 entreprises américaines qui travaillent actuellement en Tunisie. Et il y a d'autres entreprises tunisiennes aussi qui cherchent à investir aux États-Unis, et c'est l'une de nos priorités principales maintenant, de développer ces échanges commerciaux entre les deux pays. C'est pour cela que nous avons rassemblé la plus grande délégation de toute l'histoire pour la Consumer Electronics Show. C'est une foire dédiée à l'électronique qui se tient chaque année à Las Vegas. Notre ambassade a facilité la mise en place du premier pavillon tunisien à Las Vegas pour mettre en relation les représentants des différentes entreprises et de parler d'investissement. La Tunisie a aussi dépêché une délégation de 14 entreprises tunisiennes à National Harbor au Maryland pour le Select USA Investment Summit. C'est le plus grand événement et le plus prestigieux aussi pour promouvoir l'investissement aux États-Unis. C'est quelque chose qui rend nos deux pays plus prospères et c'est une bonne chose. Et justement, on a beaucoup parlé ces dernières années d'artisanat tunisien et également d'huile d'olive tunisienne. Oui. Et ces produits trouvent véritablement leur chemin aux États-Unis. Absolument. Les produits artisanaux sont très appréciés par les Américains.
au point où maintenant mon pays est la première destination des exportations de l'artisanat tunisien. En même temps, l'exportation de l'artisanat, l'exportation de l'huile d'olive et leur augmentation en valeur chaque année a créé un petit déséquilibre que le président Trump cherche à rééquilibrer, avec tous les pays du monde d'ailleurs, pas seulement la Tunisie. Mais je pense que ce sera relativement facile entre les États-Unis et la Tunisie, et nos représentants sont en négociation actuellement sur ce sujet. Et je dis que ce ne sera pas trop difficile parce que l'excédent commercial de la Tunisie envers les États-Unis n'est pas très grand. Environ 1,5 milliard de dinars. C'est pas la mer à boire, comme on dit. Mais les déséquilibres commerciaux sont nuisibles. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons nous pencher. Parce que, par exemple, si vous regardez le déséquilibre commercial entre la Tunisie et la Chine, vous pouvez voir que c'est pas petit. Hein. C'est plus de 9 milliards de dinars. C'est énorme. Et ça ne va pas profiter la Tunisie tant que la Chine ne modifie pas ses pratiques commerciales pour rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est notre but et je pense que c'est certainement le but de tout pays. Et justement, en ce moment, on parle beaucoup, par ailleurs, de partenariats, notamment universitaires. Oui. On a tous remarqué le récent passage de l'université de Wyoming et toutes les perspectives que cela peut ouvrir en termes de coopération à ce niveau. Comme vous le savez peut-être, si Hatem, nous avons une relation très étroite par rapport à la sécurité depuis très longtemps. En fait, depuis le début, on peut le dire, depuis 1805. C'est pour cela que Sidi Soleiman a été expédié à Washington, parce que les questions de sécurité de la région étaient primordiales, comme aujourd'hui. Donc depuis 20 ans, nous avons un partenariat entre l'État de Wyoming et leur unité de la garde nationale et les autorités tunisiennes en ce qui concerne la défense. Et donc, les deux équipes travaillent ensemble dans les domaines tels que la sécurité des frontières, l'aviation, la lutte contre les incendies, la résistance à la sécheresse, la lutte contre les catastrophes et tout ça, et bien sûr le terrorisme aussi. Parce que chez nous, la garde nationale est responsable pour répondre à tout ce qui peut arriver au niveau naturel et humain. Nous avons eu cette idée d'élargir ces relations entre la Tunisie et le Wyoming, pourquoi pas, pour couvrir l'éducation et la coopération en tourisme, en commerce, en agriculture, en patrimoine culturel, en sciences, technologie, ingénierie, etc. Et c'est pour cela que les représentants de l'université de Wyoming se sont rendus en Tunisie en mai dernier pour explorer tous ces domaines-là. Et c'est fabuleux, ils ont signé des mémorandums avec 6 universités et institutions tunisiennes pour promouvoir ces relations. Et c'est intéressant de constater, de notre point de vue tunisien, de voir comment il y a une possibilité, une grande ouverture dans des relations avec les États américains et non pas uniquement avec l'État fédéral. Oui, absolument. C'est ce qu'on oublie souvent, que les États-Unis est composé de 50 États différents. Et chaque État a ses intérêts, ses préoccupations et ses possibilités. Et en fait, à Wyoming, il trouve beaucoup de similarités avec la Tunisie. Il s'intéresse beaucoup à l'archéologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de sites des indigènes, des Américains indigènes, qui se trouvent à Wyoming, qui doivent être mis en valeur. Ils peuvent apprendre beaucoup de l'expérience tunisienne. Vous avez des problèmes avec la sécheresse.
vous élevez à peu près les mêmes animaux, etc. Donc, vraiment, il y a une richesse à exploiter entre non seulement la Tunisie et le Wyoming, mais d'autres États aussi. Nous sommes en compagnie de son Excellence Joey Hood, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie. Notre entretien se poursuit. Nous allons aborder, si vous voulez bien, une toile, un tableau qui représente Sadr Bey, et un tableau qui a été offert par les États-Unis à la Tunisie en 1865. Et grâce à vous, il est actuellement en Tunisie. Oui, mais c'est juste par accident presque. Parce que il était le portrait du bey Mohamed Sadr était dans les salles de réception dans le département d'État, c'est-à-dire notre ministère des Affaires étrangères à Washington depuis très longtemps. Donc tout le monde pouvait apprécier ce grand portrait, mais il est temps de rénover maintenant ces espaces et ça prend bien sûr beaucoup de temps. Nous sommes un gouvernement et toute bureaucratie progresse un peu lentement par rapport au secteur privé peut-être. Mais donc ça prendra quelques années et on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait avec le bey. J'ai dit mais bien sûr on ne va pas le mettre dans un magasin. Pourquoi pas l'envoyer ici temporairement pour l'exposer au public, pour faire des programmes, pour faire des conférences autour, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a trouvé des experts de l'art de l'époque et nous avons aussi appris en même temps que lorsque le président Andrew Johnson, en 1865, a reçu le portrait du bey, il a renvoyé l'un de mes prédécesseurs, Amos Perry, à Tunis avec le portrait de George Washington, qui a été peint par John Trumbull, qui est très connu comme artiste américain. Et cette toile est actuellement conservée au Qasr Saïd, au Bardo, et je recommande à tous les auditeurs d'aller le voir pendant qu'il est exposé, parce que lui aussi, il est fabuleux. Et si on regarde les deux portraits, on voit que le style est presque identique. C'est comme si les deux artistes avaient collaboré pour faire à peu près, pour faire passer le même message à travers leur tableau. Et justement, en parlant d'artistes, vous avez rénové l'approche du programme Art in Embassies, qui est un programme fédéral, mais vous l'avez renouvelé en associant des artistes tunisiens à cette présence d'artistes américains. Oui, en fait, ce programme, l'art au cœur des ambassades, ça met en évidence le pouvoir de l'art en tant qu'outil de la diplomatie. Parce que c'est pas tout le monde qui aime venir s'asseoir sur les sofas, parler de la politique, de l'économie, des statistiques, etc. Beaucoup de gens se trouvent beaucoup plus animés en regardant l'art et en discutant avec les artistes aussi, quand c'est possible. Donc ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup intéressé de faire venir un artiste américain qui est d'ailleurs près de mon village natal, en fait, et d'exposer ces tableaux en compagnie de différents artistes tunisiens. Donc, une fois que nous avons vu la réussite de cette approche, nous avons organisé encore une exposition avec des artistes... une artiste américaine, Sania Kanga, une artiste britannique, Yasmin Drummond, et Faten Rouissi, une artiste tunisienne sur le thème perspective et connexion. Et je suis toujours après mon équipe, mes collègues, d'organiser encore une exposition pour l'automne. Très bien. Et par ailleurs, ces expositions se déroulent sur fond de réflexion sur le patrimoine précieux que représente la résidence des États-Unis à Sidi Bou Saïd. Oui, la résidence, comme vous le savez, comme vous avez déjà visité, la résidence est une œuvre artistique en elle-même. Elle a été conçue par des architectes tunisiens en collaboration avec des entreprises américaines et intègre des thèmes de design et d'artisanat locaux comme des arches, des dômes, des dallots, des toits, etc. En fait,
c'est le seul cas que je puisse trouver dans les archives américaines où des architectes locaux ont joué un grand rôle dans la conception d'une résidence américaine. C'est fabuleux et j'ai eu le grand plaisir d'organiser une réception l'année dernière pour fêter le 50e anniversaire de la résidence. Et nous avons reçu en même temps la fille de l'architecte principal, M. Tak, parce que lui, il est mort depuis longtemps, Allah yarhamou, mais sa fille était là, et c'est elle qui m'a expliqué certains éléments que son père a intégrés dans toutes les résidences qu'il a conçues. À présent, nous travaillons en étroite collaboration avec l'INP, l'Institut national du patrimoine, pour préserver des objets trouvés lors de l'excavation pour la résidence. Par exemple, des boulets de canon de l'époque punique, 2 pierres tombales de l'époque punique et une pierre tombale de l'époque romaine, ainsi qu'une fortification militaire construite au XIXe siècle, qui est parfaitement préservée. Ces objets font partie du patrimoine historique et culturel de la Tunisie et nous sommes absolument déterminés à en assurer la sauvegarde et pour le bénéfice des générations présentes et futures. Et tout ça rentre dans le cadre en fait de l'accord que nous avons signé en 2023 lors de mon premier mois ici sur le terrain avec Madame la ministre de la Culture qui protège le patrimoine tunisien et dans ce cadre, nous allons travailler ensemble en matière de protection de patrimoine, d'éducation et d'application de la loi parce que ça renforce la sécurité de nos pays parce que les antiquités souvent sont trafiquées sur le marché noir pour financer des activités criminelles et terroristes et tout ça. Depuis 2023 que vous êtes en Tunisie, monsieur l'ambassadeur, vous avez tissé une relation avec le patrimoine tunisien, avec les sites historiques, avec les monuments, et je crois que cela vous laisse vous promener à travers le pays et découvrir véritablement cette richesse. Oui, c'est vrai. Nous avons un fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle et souvent c'est très rare en fait de voir un pays qui reçoit 9 projets comme la Tunisie depuis 2001, mais c'est quelque chose qui en fait protège l'héritage global. C'est l'héritage de la Tunisie, bien sûr, mais aussi c'est européen, c'est américain, c'est pour tout le monde. Et nous sommes fiers de vous aider à préserver ces biens culturels et de les rendre plus sécurisés, plus sûrs et plus faciles à accéder pour le grand public. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, que nous célébrons cette amitié tuniso-américaine, je souligne que le 28 août est une journée dédiée à l'amitié tuniso-américaine. Aujourd'hui que nous la célébrons, cela ouvre également de belles perspectives devant les jeunesses grâce aux nombreux programmes pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les académiciens de toutes disciplines. Oui, oui, absolument. Et je pense que tout ça, ça rentre dans le même cadre de coopération. Vous vous souvenez certainement de la citation très souvent citée de Abdurrahman bin Mohammed al-Khaldoun, mieux connu comme Ibn Khaldoun. Le passé ressemble à l'avenir plus qu'une goutte d'eau ne ressemble à une autre. Mais je vous propose une autre citation que j'ai raccourci un peu, j'ai résumé un peu et j'ai traduit moi-même. Donc, si j'ai fait une erreur, c'est ma faute. Mais il dit « Le pouvoir d'un seul individu n'est pas suffisant de subvenir à ses propres besoins en nourriture, ni pour assurer sa défense. Mais à travers la coopération, on peut subvenir aux besoins en nourriture et en défense pour un très grand nombre de personnes. » Et je pense qu'en examinant notre passé et notre présent, il est clair que depuis 228 ans, c'est exactement le fruit que cette coopération
nous apporter non seulement littéralement la nourriture, l'huile d'olive par exemple, les dattes qui sont exportées aux États-Unis, ou le lait en poudre qui a été donné aux enfants tunisiens aux années 60 quand ils en avaient besoin, mais aussi la défense. Comme j'ai bien dit, nous avons une relation, une coopération très étroite pour sauvegarder les deux pays de toute menace. Et je suis optimiste que, comme le traité le dit, nos relations vont aller de mieux en mieux. Tout à fait, progresser encore et toujours. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur, elle concerne ce 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la Tunisie. Est-ce qu'il y aura un programme particulier? Est-ce que vous travaillez déjà dessus? Oui, nous avons du pain sur la planche. Nous y pensons, nous y travaillons, surtout bien sûr avec nos collègues tunisiens et les autorités tunisiennes. On va voir parce que ça dépend un peu de ce que le gouvernement tunisien préconise pour cette grande fête. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je remercie également pour leur appui dans l'organisation de cet entretien Alison Davis et Mariam Hawami, et j'espère vous revoir ici au Studio 3. Inch'Allah.